bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va commencer un deuxième cycle d'interventions et de conférences consacré à l'adaptation au changement, donc au sens très générique du terme. Donc je vais inviter à me rejoindre sur scène Lia Lamaque, Stéphane Herbette et François Duvaux. Donc quand on parle changement, il y a un changement assez essentiel qui est le changement climatique. On en a parlé ce matin au travers des interventions d'Antoine Fournier et de Gilles Bergognier. La composante climatique est essentielle dans l'environnement de l'agriculteur. Et hormis quelques climato-sceptiques, il reste plus grand monde aujourd'hui pour dénier l'importance de ce phénomène-là. Donc la première intervention de Stéphane et de Lia va traiter de cet aspect-là. Et en fait, Stéphane, donc, qui est chercheur à l'unité Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, donc spécialiste en physiologie végétale, donc il est intégré à l'unité mixte de recherche PIAF, donc pour physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant, si je ne me trompe pas. Et donc Lia Lamaque, bon, tu peux aller avec qui va après. Donc Lia qui est doctorante, qui réalise sa thèse à l'ITEPMAI, même si physiquement elle est basée à Clermont, donc sous la responsabilité scientifique de Stéphane. Et donc tous deux vont nous montrer comment cette composante changement climatique est prise en compte dans les travaux de recherche agronomique, notamment au travers d'une espèce phare de notre filière qui est la lavande. Donc c'est pour vous, pour une quarantaine de minutes d'intervention. Merci beaucoup Philippe. Ça sera une présentation en deux têtes, comme on vient de vous l'expliquer. Donc moi je suis chercheur sur le fonctionnement hydraulique des arbres en lien avec la sécheresse, et vous allez voir que c'est des concepts en fait qu'on peut transposer sur d'autres modèles de plantes, et en l'occurrence sur la lavande. Et donc moi je vais vous présenter les concepts de fonctionnement hydraulique, quels sont les paramètres importants à considérer, qu'est-ce qu'on entend par sécheresse. Et puis Lia, elle vous présentera un exemple de ses recherches sur la lavande avec le programme Récital. Voilà. Hop. Alors, je vais partir sur des banalités pour aller sur des concepts de plus en plus fins. L'eau, c'est évidemment une molécule qui est essentielle pour tous les êtres vivants, mais les plantes en consomment et en grande quantité. Je vous ai mis quelques chiffres. Vous voyez, un arbre, ça consomme des centaines de litres d'eau par jour. Et c'est des résultats qu'on a obtenus récemment. Vous voyez que pour une lavande qui est cultivée en pot, on a été surpris de voir qu'elle pouvait consommer jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Voilà. Et encore, c'est un plant qui a développé sa partie végétative en une année. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une telle consommation en eau ? Cette consommation en eau, elle permet plusieurs choses. D'abord, ça permet à une plante d'absorber ses éléments minéraux. Donc, elle a besoin de perdre de l'eau pour pouvoir absorber ses éléments minéraux. C'est également indispensable à sa croissance. Elle utilise 1% de l'eau qui transite dans la plante pour pouvoir grandir. Donc, il faut consommer beaucoup d'eau. Et puis, c'est pour elle une façon aussi de réguler sa température. Nous, on peut se cacher du soleil. On transpire également pour refroidir notre corps. Eh bien, les plantes qui ont des surfaces beaucoup plus développées que nous, elles transpirent également énormément et beaucoup. Et ça, c'est une façon de refroidir. Vous avez vous-même cette sensation-là quand vous sortez de la douche. Vous avez froid parce que vous avez de l'eau sur le corps. Et quand l'eau, elle passe d'un état liquide à un état de vapeur, ça refroidit la surface. Et donc, les plantes ont besoin de transpirer, de perdre de l'eau pour se refroidir. Donc, si jamais elles évitent de transpirer, elles grillent. Et puis, perdre de l'eau pour une plante, ça lui permet également de capter le CO2 de l'air, parce que la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, dont elle a besoin pour pouvoir s'alimenter, ils passent par les mêmes orifices qu'on appelle des stomates. Ce sont des structures, des pores qu'on trouve au niveau des feuilles et qui facilitent le passage de l'eau, donc la sortie de l'eau, mais qui est aussi indispensable pour la plante pour pouvoir s'alimenter en dioxyde de carbone. Et les plantes, elles sont toujours soumises au même dilemme. C'est soit mourir de faim, soit mourir de soif. Et ce dilemme est d'autant plus prégnant dans des conditions de sécheresse. Donc si elle a toujours ses stomates ouverts, elle risque de mourir de soif. Et si elle a ses stomates qui sont fermés, elle risque de mourir de faim. Donc elle doit trouver un juste équilibre au cours d'une sécheresse pour pouvoir à la fois économiser de l'eau sans se priver de nourriture. Et donc j'en viens à la façon dont l'eau va circuler dans la plante. Pour pouvoir consommer une grande quantité d'eau, elle a besoin d'avoir un mécanisme d'ascension de la sève qui soit très efficace. Donc là, je vais partir sur des considérations un peu plus spécifiques, on va se concentrer. L'eau, elle circule toujours dans le sens des potentiels hydriques décroissants, c'est-à-dire du sol vers l'atmosphère, qui est la partie où les potentiels hydriques sont les plus négatifs, en passant par la plante. C'est quoi le potentiel hydrique ? Le potentiel hydrique, ça définit l'état de liaison
de l'eau à un compartiment. Si on regarde sa valeur, c'est du mégapascal, ou bar, si vous connaissez davantage cette unité-là, le bar, hein, c'est ce qu'on injecte dans les pneus, on met de la pression, et c'est une valeur négative, donc une pression négative, c'est quoi? C'est une tension. Donc un potentiel hydrique, c'est une tension qui a tendance à retenir l'eau. Ça va? Plus c'est négatif, plus cette tension sera forte. Et donc plus le compartiment il va avoir tendance à attirer l'eau vers lui. Regardez, l'atmosphère, moins 70 mégapascales. Je vous le traduis en bar, ça fait moins 700 bars. Moins 700 bars. C'est-à-dire qu'il y a une force de tension exercée par l'atmosphère sur l'eau qui est de moins 700 bars. Dit autrement, dans une feuille, quand on a un potentiel hydrique, par exemple, de moins 1 mégapascal, qui définit finalement son état hydrique, ça veut dire que si je veux enlever l'eau dans cette feuille, eh bien, il faut que j'applique une pression de 1 mégapascal, c'est-à-dire qu'il faut que j'applique une pression de 10 bars. Et donc, ce potentiel hydrique, c'est ce qui va définir l'état hydrique de ma plante, c'est-à-dire sa situation de sécheresse. Alors, ça, c'est le sens dans lequel va l'eau. L'eau, si vous l'avez compris, elle va du coup des potentiels les plus négatifs, c'est-à-dire les potentiels qui ont tendance à tirer le plus l'eau vers elle. Ouais. Qu'est-ce qu'est le moteur de l'ascension de la sève? Eh bien, c'est la transpiration. Et pour l'expliquer simplement, je peux assimiler ma plante à un tube rigide, qui est plongé dans de l'eau. Et au sommet, eh bien, on a des feuilles qui sont finalement juste une surface poreuse qui va permettre de transpirer. Et ce qui permet la circulation de l'eau, c'est l'évaporation. L'évaporation de l'eau au niveau des feuilles, c'est une force de tension. Et comme les molécules d'eau, elles sont liées les unes aux autres, on parle de cohésion des molécules d'eau, elles sont très liées les unes aux autres, eh bien cette force de tension, elle se répercute sur toute la colonne d'eau. Et c'est ça qui permet à la plante d'absorber de l'eau. Donc une plante, pour pouvoir absorber de l'eau, elle a besoin de transpirer. Dès qu'elle arrête de transpirer, elle ne peut plus absorber de l'eau. Ça va ? Ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de tension-cohésion. Et pour vous rassurer, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque ça date de la fin du 19e siècle. Même s'il y a eu quelques remises en cause, maintenant la communauté scientifique est assez d'accord pour considérer ce mécanisme-là. Ouais. Alors ça, c'est un mécanisme qui finalement est très efficace. Hein. On peut dire qu'elles sont assez malines, ces plantes, parce qu'elles utilisent un mécanisme avec des forces de tension assez fortes, donc qui permettent de faire monter de l'eau à de hautes distances. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a des arbres qui peuvent être très hauts et que nous, on peut être incapable de concevoir des systèmes qui fassent monter de l'eau à 100 mètres de hauteur avec des volumes aussi importants. Et puis, ça ne coûte pas d'énergie, puisque c'est l'énergie du soleil qui va permettre la transpiration de la plante. Voilà. Donc un système autorégulé par la demande évaporative de l'atmosphère et un système qui n'est pas coûteux en énergie, qui ne coûte rien en termes énergétiques. Par contre, ça pose un problème, parce que c'est des forces de tension qui sont très fortes. Et le risque, c'est que quand on tire trop fort sur une corde, hein, vous savez ce qu'on dit, hein, ça casse. C'est le phénomène de cavitation. Et donc, quand on est en situation de sécheresse, eh bien, la plante a ce problème-là, c'est d'avoir un risque de casser sa colonne d'eau, c'est-à-dire que l'eau qui est sous l'état liquide, si on tire trop fort dessus, ça finit par passer à un état gazeux. Donc, on a une vaporisation de la sève brute, et à ce moment-là, on parle de cavitation. Et alors ça, c'est une photo qu'on observe, vous voyez, dans une feuille qu'on a laissée dessécher. On regarde au microscope et hop, on voit une petite bulle d'air apparaître. Et au fur et à mesure du temps, on va en voir d'autres apparaître parce qu'elle finit par se dessécher complètement. Ça, c'est une photo au microscope électronique à balayage d'une tige de noyer, qu'on a ensuite congelée. On l'a congelée et on observe des vaisseaux, vous voyez, qui sont remplis de sève. Donc là, la sève est prise en glace. Et vous avez quelques vaisseaux eh bien, qui, eux, sont vides, et ça permet donc, du coup, d'observer ce phénomène de cavitation. Alors, en quoi c'est un problème? Quand vous avez des vaisseaux où il y a eu de la cavitation, eh bien, vous avez une rupture du continuum hydraulique. L'histoire que je vous ai racontée sur la force de tension, ça ne marche plus. Si vous introduisez une bulle d'air, ça ne marche plus. Donc, vous avez une rupture du continuum hydraulique, et la conséquence, c'est une perte de conductance. On appelle ça de l'embolie gazeuse. C'est des principes dont on parle, par exemple, chez les plongeurs. Hein. Ça existe également chez les plantes en situation de sécheresse. Elles subissent, dans leur système vasculaire, des embolies gazeuses lorsqu'il y a des sécheresses assez fortes. Alors, ça a longtemps été discuté. Nous, on l'a démontré expérimentalement. On sait que chez les humains, fumée tue. Chez les plantes, cavité tue. La sécheresse finit par mener à la mort de la plante. Voici une expérimentation. Alors, ça a été fait sur une espèce et on l'a testé sur d'autres espèces. C'est très simple, on prend des plants de hêtre qu'on laisse dessécher. On arrête de les arroser, on les laisse dessécher, et puis on va suivre un certain nombre de paramètres. On a par exemple suivi le pourcentage d'embolie gazeuse, c'est ce qui est en rouge là,
au cours de la sécheresse. Donc en abscisse, vous avez la durée de la sécheresse en semaines, et en ordonnée, ici, le pourcentage d'embolisme. Et on a également suivi le pourcentage de mortalité chez ces plants-là. Et quelles que soient les espèces qu'on a testées, on s'aperçoit que dès qu'on a atteint un niveau d'embolie assez important, généralement c'est autour des 80% d'embolie, donc dès qu'on a flingué 80% de nos vaisseaux en termes de conductance, eh bien on commence à observer de la mortalité. Voilà. Et donc ça, vu sur plusieurs espèces, ça nous permet de conclure que cavité tue, au-delà d'un certain niveau. Alors, pour pouvoir éviter ce phénomène d'embolie, évidemment, les plantes, elles ont des mécanismes de résistance intrinsèques, dont s'emparent d'ailleurs les généticiens pour faire de la sélection, par exemple. Ce qu'il y a, c'est que ces mécanismes sont très complexes, ils interviennent suivant des niveaux de sécheresse assez différents, et puis en plus de ça, ils peuvent être coordonnés. C'est quoi ces mécanismes? On peut peut-être faire un point là-dessus. Ces mécanismes, c'est d'abord éviter la sécheresse. La première chose qu'elle peut faire, c'est éviter une sécheresse en limitant les pertes en eau. Alors pour limiter les pertes en eau, la première chose qu'on fait, c'est fermer les stomates. Vous vous souvenez, hein, ces pores qui sont au niveau des feuilles, la première chose que fait une plante, et c'est d'ailleurs le mécanisme le plus efficace pour économiser l'eau, c'est de fermer ses stomates. Elle peut aussi, alors là je me suis trompé, le sens de la flèche est vers le bas, baisser la conductance de sa cuticule. La cuticule, c'est une espèce de surface hydrophobe qu'on trouve sur les feuilles, qui peut les rendre plus ou moins brillantes, et qui est imperméable parce que c'est une couche qui est hydrophobe. Et elle peut elle-même modifier cette cuticule-là pour limiter encore plus les pertes en eau une fois que les stomates sont fermés. Elle peut aussi tout simplement baisser sa surface foliaire, et des fois on est surpris quand on a une sécheresse de voir un arbre ou une plante complètement tomber ses feuilles. Ce n'est pas pour autant qu'il est mort, c'est une forme de stratégie. Si on la réarrose, on peut la voir repartir. Donc là, l'idée, c'est simplement de diminuer la surface foliaire pour diminuer la transpiration, et donc du coup éviter de perdre davantage d'eau. Donc c'est un mécanisme de résistance. L'autre stratégie pour éviter la sécheresse, c'est d'augmenter les entrées en eau, on s'en doute, c'est soit par un enracinement plus profond, ou même avec un enracinement constant, en profondeur d'enracinement, eh bien on peut tout simplement augmenter la densité de nos racines. Voilà. Il y a d'autres mécanismes qui sont souvent moins considérés, bizarrement, mais en tout cas ils existent, c'est tolérer la sécheresse. Donc là, la plante, elle ne va pas essayer de l'éviter, ces pertes en eau, elle est capable de développer des stratégies qui lui permettent de tolérer. Alors, c'est soit de mobiliser ses réservoirs en eau, et vous allez voir que sur la lavande, c'est un des paramètres que l'on a suivi au cours d'une sécheresse, et même au cours d'une journée, une plante, elle a tendance à utiliser les réserves d'eau qu'elle a partout pour pouvoir compenser ses pertes. Et puis la nuit, elle se recharge. La journée, elle les perd, et la nuit, elle se recharge. Voilà. Donc une mobilisation des réservoirs en eau. Elle peut également rendre des cellules moins sensibles à la déshydratation par de l'osmorégulation. Donc sans rentrer dans les détails, c'est des accumulations de sucre ou de proline, d'acides aminés qui vont permettre de retenir l'eau, en quelque sorte. Et puis, il y en a un qu'on a beaucoup étudié sur les arbres, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ce paramètre-là, qui est la résistance à la cavitation, donc la résistance intrinsèque à la cavitation, le fait qu'un xylème soit plus résistant à la cavitation. Voilà. Et donc, suivant les laboratoires scientifiques, il y en a qui vont considérer de façon assez différente ces processus-là. Nous, comme on travaille sur des sécheresses assez fortes et sur des espèces pérennes, ligneuses, on a plutôt tendance à considérer ce paramètre-là, donc c'est plutôt sur des sécheresses sévères, la conductance de la cuticule, où on a développé une thèse dessus, la mobilisation des réservoirs d'eau, et puis la résistance du xylème à la cavitation. Alors, pourquoi on choisit un paramètre plutôt qu'un autre? Quand on parle de sécheresse, on peut avoir en fait différents niveaux de sécheresse. C'est ce qu'on va regarder de la gauche vers la droite. Plus je me déplace vers la droite, plus je vais avoir des sécheresses qui seront intenses. Et au cours du temps, en fait, ma sécheresse, elle s'intensifie. Et donc, je peux avoir des processus et des réponses qui peuvent être différents au cours du temps. Et un des premiers processus qui est affecté, quand on regarde, eh bien, c'est la croissance. La croissance, c'est souvent la première chose qui répond à une sécheresse, et même à un stress. Et ensuite, tout de suite derrière, on va avoir la combustion stomatique, donc l'ouverture des stomates, si vous préférez, qui va avoir tendance à se fermer. Et puis, on a d'autres processus, comme la photosynthèse, qui finit par être affectée. Alors, quand on est dans ces gammes de stress-là, on a plutôt des questions de productivité en agronomie qui se posent. Et donc, on va plutôt travailler sur ces processus-là quand on travaille, par exemple, sur des plantes annuelles, où finalement, c'est juste sur l'année qu'on s'intéresse à la production, et on n'est pas vraiment sur des questions de survie. Par contre, quand on s'intéresse aux espèces pérennes, qui doivent vivre un certain nombre d'années, je pense aux arbres évidemment, mais on peut prendre le cas de la lavande, où on doit assurer la pérennité de la culture, eh bien, il faut s'intéresser à d'autres problèmes de sécheresse et qui sont liés à la survie. Et la survie, on l'a démontré, et plusieurs autres études scientifiques dans d'autres laboratoires l'ont montré, elle est liée tout simplement au phénomène d'embolie. On sait que dès qu'on atteint un certain niveau d'embolie, je vous l'ai dit tout à l'heure, cavité tue, dès qu'on atteint un certain niveau d'embolie, eh bien, on affecte les processus de survie.
Donc, on travaille, nous, sur l'implication des traits de sûreté hydraulique, tout ce qui va permettre la sûreté hydraulique dans la résistance à la sécheresse chez les plantes pérennes. Voilà. Alors, on le fait aussi, en fait, sur des espèces prairiales. Alors, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est quelle est la marge de sûreté hydraulique dont disposent les ligneux? C'est une des premières choses sur lesquelles on s'est focalisé pour voir si c'était pertinent de travailler dessus. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on regarde les intensités de sécheresse, finalement, on a des niveaux de sécheresse qui sont plus ou moins fréquents. En saison, chaque saison, on a quand même des niveaux de stress hydrique qui affectent le métabolisme végétal et qui affectent la plante. Voilà. Par contre, tous les sécheresses qui peuvent induire de la cavitation, eh bien, c'est des sécheresses qui sont finalement assez rares. On considère qu'elles sont décennales pour certains niveaux d'embolie. Et puis, on a des sécheresses qui sont centennales et qui peuvent vraiment amener à des niveaux d'embolie assez importants, voire à de la mortalité. Voilà. Et donc, il y a des études scientifiques qui ont été faites de par le monde, un corpus de chercheurs qui a étudié ce potentiel minimum que subissait une plante, et puis le potentiel qui pourrait induire la cavitation à des niveaux élevés et donc l'embolie. Et on a appelé la différence de pression qu'on observe régulièrement. Donc on va sur le terrain, on observe un potentiel hydrique, on le mesure, et puis ensuite on va essayer d'estimer le potentiel qui permet de conduire à la mortalité. Et donc on va appeler cette différence de potentiel hydrique la marge de sécurité. Et ils ont fait cette étude-là sur des centaines d'espèces d'arbres, de par le monde, sur différents biomes. Ils ont regardé la différence de pression qu'on observait régulièrement avec la différence de pression qui induit le potentiel hydrique, qui induit la mortalité. Et vous voyez que, quel que soit le biome qu'on va considérer, on a une marge de sécurité qui est relativement faible, elle est de l'ordre de 2 mégapascals, c'est-à-dire qu'il ne suffirait pas grand-chose, il suffirait de pas beaucoup de degrés, pas beaucoup de baisse de précipitation pour qu'on franchisse cette marge de sécurité et que les arbres se trouvent dans des situations catastrophiques. Et ça a même été l'objet d'une publication dans la revue Nature, il y a quelques années, où finalement les chercheurs, en regardant les prédictions climatiques, prédisaient qu'à peu près 2/3 des arbres, si on considère cette marge de sécurité-là, pourraient franchir cette marge de sécurité et arriver dans des niveaux d'embolie assez catastrophiques. C'est vrai pour les arbres, c'est vrai pour toutes les plantes pérennes, nous on l'a vérifié sur des espèces prairiales ou sur d'autres petits arbustes ligneux. Voilà. Alors ça évidemment c'est à l'instant T, ce qu'on ne sait pas c'est la façon dont les plantes peuvent réagir. Une autre façon qui vous est peut-être plus familière de vous représenter les choses, c'est évidemment, ça peut paraître un peu catastrophique, mais bon, dans un contexte d'intensité et d'augmentation des sécheresses, il y a des études où on a essayé de faire des prédictions d'évolution des cartographies des espèces. Là, j'ai repris le hêtre, un modèle de répartition du hêtre. Voilà, quand on regarde sa répartition à l'échelle nationale, eh bien, on a ce type de carte. Alors quand c'est bleu, c'est qu'il n'est pas fréquent. Quand c'est blanc, il est complètement absent. Et on voit qu'il est pas mal réfugié dans la moitié nord, dans le massif central, et puis évidemment sur les hauts massifs, il est régulièrement présent. Et si on fait des projections climatiques et qu'on regarde l'incidence sur les précipitations, parce que c'est un arbre qui est très sensible à la sécheresse, eh bien, on prédit, alors c'est qu'une prédiction, attention, on prédit pour 2050 une régression assez forte de sa répartition. Simplement, ces modèles-là, c'est uniquement une prédiction de l'évolution des conditions climatiques, ça ne dit rien sur la façon dont les plantes peuvent réagir. Voilà. Et les questions qui se posent maintenant, c'est est-ce qu'il y aura des migrations? Alors il y a des chercheurs qui ont commencé à y répondre et qui disent non, parce que les changements seraient trop rapides pour que des espèces d'arbres dont la maturité sexuelle prend un certain nombre d'années pourraient se déplacer. Voilà, c'est peut-être pas vrai pour d'autres espèces. Mais les questions les plus prégnantes, c'est des questions sur l'adaptation. Est-ce que les plantes pourraient être capables de s'adapter? Alors ce qu'on appelle l'adaptation, c'est quelque chose qui est génétique. Voilà. Dit autrement, c'est est-ce que dans une grande population, j'aurai quelques individus qui ont un feuillant génétique particulier qui leur permettrait d'être mieux adaptés que les autres. Et finalement, l'espèce, elle pourrait perdurer, ou une culture pourrait perdurer parce qu'on aura identifié les individus les mieux adaptés génétiquement. Et puis, il y a également la question de l'acclimatation. L'acclimatation, c'est pour un même génotype donné, est-ce que je suis capable de modifier mes structures? Est-ce que je suis capable moi-même de changer les choses, de changer mes processus, de m'adapter entre guillemets, mais avec les mêmes gènes, à ces changements-là? Donc nous, on essaye de répondre à ces questions. Par contre, pour pouvoir répondre à ces questions, les modélisateurs et tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là,
agronome ou écologue, eh bien, il se pose une question, mais quels sont les traits qu'il faut regarder, quels sont les paramètres qu'on doit regarder pour voir si ces paramètres peuvent s'adapter ou si ces paramètres peuvent s'acclimater. Voilà. Et donc, nous, on essaie de répondre à ces questions-là, et notamment en regardant, je vous ai remis un certain nombre de paramètres, dont les pertes cuticulaires. Lorsque les stomates sont fermés, en fait, on s'est aperçu que la plante, elle continue à perdre de l'eau à travers sa cuticule, et que ça, c'était un paramètre qui était déterminant. On l'a vu par des modèles. La mobilisation des réservoirs d'eau, et puis surtout la résistance à la cavitation. Donc, je vais vous montrer très brièvement un certain nombre de résultats sur ces deux derniers, la mobilisation des réservoirs d'eau et la résistance à la cavitation du xylème. Alors, je vais prendre le cas de la lavande. Si on veut par exemple caractériser la résistance à la cavitation plutôt du lavandin, on l'a fait aussi sur lavande, on a pris un lavandin grosso, on la caractérise par ce qu'on appelle une courbe de vulnérabilité. C'est quoi? C'est la perte de conductance, que j'estime en pourcentage par rapport à une valeur de référence, en fonction de la pression de sève. Alors je vous rappelle que plus je vais vers des pressions négatives, c'est-à-dire des tensions, plus j'ai un milieu sec. Ouais. Alors c'est très simple, je prends une lavande, je la laisse sur la paillasse, je la laisse dessécher. Et de temps en temps, je vais prélever une feuille pour mesurer son potentiel hydrique. C'est-à-dire que je lui infiltre de l'air sous pression et je regarde si j'arrive à déplacer l'eau. Voilà. Donc on fait ça avec une chambre à pression. Et on mesure comme ceci le potentiel hydrique au fur et à mesure qu'on laisse notre plante se dessécher. Et à côté, on a un autre appareil qui va permettre, lui, de mesurer la perte de conductance. Et donc, on obtient ce type de courbe de vulnérabilité. On peut même donner une valeur quantitative. Je peux donner une valeur quantitative que je vais appeler le P50. C'est la pression qui induit 50% d'embolie. Donc, chez le lavandin, la pression qui induit 50% d'embolie, c'est moins 5,88 mégapascales. Donc, c'est plutôt une espèce résistante. Là, je ne vous apprends rien. Voilà. Si je prends par exemple un arbre comme le hêtre, ça va être moins 3 mégapascales. Si je prends de l'Arabidopsis, ça va être moins 2,8. Il y a des conifères très résistants à la sécheresse qui ont des résistances à la cavitation de l'ordre de moins 12. Ça, c'est des méthodes qui sont très longues et au laboratoire, on a donc développé des outils qui permettent de faire du phénotypage à haut débit avec un système de centrifugation. Donc plutôt que de laisser l'échantillon se déshydrater, on prend le morceau de branche, on le met dans une centrifugeuse, on le fait tourner. Et quand vous utilisez la force centrifuge et que vous tournez de plus en plus vite, vous créez une force de tension au centre, sur la colonne d'eau. Ouais. Et quand je contrôle la vitesse de cette centrifugeuse, eh bien, je peux contrôler, comme ceci, la tension qu'il y a sur la sève. Et en même temps, j'ai une petite caméra ici qui va me permettre de voir à quelle vitesse la sève circule dans la branche. On a un petit système qui permet de voir ça. Et donc, on est à la fois capable, en l'espace d'une demi-heure, une demi-heure à une heure, de tracer ce type de courbe, c'est-à-dire d'augmenter la tension tout en voyant la perte de conductance, et ainsi de caractériser la résistance à la cavitation de différentes espèces. Alors on l'a fait sur un tas d'espèces, vous voyez, c'est écrit en tout petit, c'est plein de noms latins, de plein d'arbres de la flore forestière française, et on s'aperçoit, vous voyez, que c'est un trait qui est en fait très variable, on va de moins 1 mégapascal pour des espèces très sensibles, alors c'est des saules, des peupliers, à moins 11, et on est même en deçà pour des espèces sur des milieux plus secs, proches du désert. Donc c'est un trait qui est finalement très variable. Et puis on s'est amusé aussi à regarder le lien avec l'écologie. Alors je ne sais pas si vous connaissez la flore forestière, mais dans la flore forestière, vous avez ce type de petit graphique. Donc l'auteur c'est Rameau, qui a essayé d'estimer, c'était un peu de la piphométrie quand même, qui avait essayé d'estimer la résistance à la sécheresse des différentes espèces, arbres ou arbustes ou herbacées d'ailleurs. Quand c'est un X, ça veut dire xérophile, et donc quand j'ai 3X, ça veut dire très très xérophile, c'est-à-dire résistant à la sécheresse, et quand j'ai un H, c'est plutôt hygrophile, c'est-à-dire qui vit dans les milieux humides et donc pas très résistant à la sécheresse. Voilà. Et M, c'est pour mésophile. Eh bien, quand on regarde le lien entre la résistance à la sécheresse ici, l'hyperxérophilie, les espèces très résistantes, et puis l'hygrophilie, les espèces plus sensibles, on a une bonne relation entre la valeur de P50 et puis l'écologie de l'espèce. C'est ce qui nous fait dire que c'est un trait qui est adaptatif, et un trait adaptatif pour la résistance à la sécheresse. Donc un bon moyen de pouvoir vérifier la résistance à la sécheresse de ces espèces pérennes. Voilà, et on a fait la même chose également avec des arbustes, pour lesquels on obtient également une bonne corrélation. Donc je le redis, des espèces résistantes à la sécheresse, ce sont des espèces résistantes à la cavitation. Ouais. Alors maintenant, les questions qui se posent, c'est est-ce qu'il y a de la variabilité génétique à l'intérieur des espèces? Par exemple, chez la lavande, est-ce qu'on peut avoir des différences de résistance à la cavitation selon les variétés? Et donc ça, Lia vous en parlera. Un autre paramètre que l'on suit, c'est la mobilisation des réservoirs d'eau.
à l'aide d'un outil qu'on appelle le PEPIPIAF. Alors à l'origine, c'était un système qui permettait de contrôler l'irrigation des arbres en verger. Ça se présente comme ceci, c'est en fait un petit capteur qui va mesurer les variations du diamètre de la branche ou du tronc. C'est des variations qui sont relativement faibles, hein. Et les données, elles sont stockées dans un petit boîtier. Alors maintenant, on a même, tout à l'heure vous avez une présentation dessus, par un système Sigfox, d'avoir des captures de données qui soient à longue distance et qui nous permettent, sans nous déplacer, de pouvoir récupérer ces données-là. Et donc ça, on va d'ailleurs le mettre en place sur la lavande. Alors, qu'est-ce qui permet d'obtenir comme type de résultat, là, ce petit capteur? Il nous permet d'obtenir ce type de courbe. Alors, c'est des distances en microns, hein, vous voyez que c'est des variations très faibles. On s'aperçoit que pour une plante, eh bien, la variation du tronc ou de la branche, il est journalier. Pendant la journée, le diamètre il diminue parce que votre plante, elle perd de l'eau, donc son diamètre diminue. Et ensuite, en fin de journée, pendant la nuit, elle a tendance à se regonfler, c'est-à-dire qu'elle se recharge en eau. Et donc, elle fait ça chaque jour. Ça donne ce type d'oscillation. Et quand je compare un jour 1 avec un jour 2, à 24 heures d'intervalle, je vois d'ailleurs qu'il y a une petite différence, hein, qui est tout simplement de la croissance journalière. Donc, je peux regarder très finement la croissance journalière, et je vous rappelle que la croissance, c'est un des premiers paramètres qui est influencé par les conditions de stress. Autre chose qu'on peut regarder, finalement, je vous ai dit, pendant la journée, il y avait une perte de diamètre. C'est ce qu'on appelle une amplitude maximale de contraction, et c'est ce qui finalement permet de voir la contrainte hydrique. Donc vous comprenez bien que plus je vais avoir une sécheresse forte, et plus cette diminution sera importante. Et donc nous, on est capable de la quantifier, de vous dire attention, oulala, votre plante elle est en stress ou elle n'est pas en stress. Voilà. Voilà, typiquement, alors ça c'est très théorique, hein, c'est le type de résultat qu'on peut avoir. Pour un arbre irrigué, vous voyez, ça fluctue au cours de la journée, mais au fur et à mesure des jours, ça grandit. Et donc on a ce type de données, ça permet de suivre très précisément la physiologie de la plante en continu. Et là, on vous a mis un schéma théorique également pour un arbre en sécheresse. Alors au début, ça fluctue beaucoup, parce qu'il a des contraintes hydriques très fortes. Donc là, on se dit, oulala, ça y est, il commence à manquer d'eau. Et puis, pour des sécheresses plus sévères, eh bien, on voit une atténuation du signal et une décroissance, c'est-à-dire que la plante, elle finit par se dessécher complètement. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui se passe par la suite. Et donc là, on est sur un front de science, on aimerait savoir ce qui se passe là-dessus. Et une fois de plus, les recherches qu'on mène là sur la lavande, eh bien, nous permettent de répondre à ces questions-là, avec de belles surprises. Voilà. Et donc, j'en ai fini sur ces concepts, et je laisse la parole à Lia sur la lavande. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter le programme Récital, donc une expérimentation sur lavande et lavandin avec des problématiques d'agronomie, mais qui reprend ces concepts d'hydraulique que vous a expliqué Stéphane. Donc, pour situer un petit peu le contexte de la culture de lavande, en France, on cultive deux variétés différentes, la lavande fine et le lavandin, qui sont toutes deux des espèces qui apprécient les climats plutôt arides. Et le lavandin est un hybride naturel entre la lavande fine et la lavande aspic. Alors la lavande aspic, vous n'avez pas d'image ici, puisqu'elle est essentiellement cultivée en Espagne. Et ces deux variétés-là sont cultivées en France. Donc pour la culture de lavande, on a une zone de production majeure, qui sont ces 4 départements, donc la Drôme, le Vaucluse, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Et ces cultures concernent environ 19 500 hectares de lavandin et 5 200 hectares de lavande fine. Donc il faut savoir que la France est premier producteur mondial de lavandin et deuxième producteur mondial de lavande fine. Donc comme l'a rappelé ce matin Berline, depuis quelques années maintenant, on a un problème majeur de dépérissement à phytoplasme du stolbure. Donc c'est une petite bactérie qui est transmise par un insecte qu'on appelle la cicadelle, où il y a l'Estes obsoletus. Et donc on peut voir donc une image d'une parcelle qui est défigurée par le dépérissement. Et là où vous avez les petites flèches, c'est pour les plants qui sont impactés par la bactérie et qui sont en train de mourir et de dessécher. Donc il a également été remarqué qu'en période de sécheresse, donc les années où il y a un manque de précipitations et où il va faire plus chaud, on a une augmentation de la sévérité des symptômes de la maladie, mais également une augmentation du taux de mortalité des plants. Et donc ça, c'est vraiment, on a ce lien très fort entre la maladie et le réchauffement climatique. Et donc ça pose réellement des questions pour l'avenir de la production.
puisque depuis 2005, on a une baisse de la production d'environ 3, qui a été divisée par 3, pour la lavande fine. Et donc on a vraiment ces pertes économiques et un questionnement pour l'avenir de la filière. Donc quelles sont les solutions pour essayer de faire face à ce dépérissement? Donc comme l'a dit ce matin Berline, encore une fois, on peut essayer de travailler sur la sélection variétale, essayer de sélectionner les variétés qui vont être le plus résistantes à la bactérie. Il a également été proposé une filière particulière qu'on appelle plan sain certifié et qui a été mise en place par le CRIEPAM. Et donc le but, c'est de fournir aux producteurs des plants qui vont être indemnes de phytoplasme et de toute autre maladie à la plantation. Donc ça va avoir l'avantage de retarder l'apparition des symptômes dans les parcelles, mais malheureusement, ça ne suffit pas à éviter ces pertes à cause de la maladie. Donc il existe d'autres alternatives. Donc, comme les insecticides sont interdits en France pour essayer de préserver les pollinisateurs, on a d'autres alternatives. Donc, par exemple, la pulvérisation d'argile blanche sur les plants, qui vont permettre de blanchir les plants et de perturber le comportement alimentaire de l'insecte. Et donc, les plantes vont être moins piquées par l'insecte. Et on a une autre alternative, celle de l'interrang. Donc, en fait, c'est l'implantation d'un couvert végétal, donc, comme on peut voir sur la photo, entre les rangs de lavande ou de lavandin, et donc qui va avoir plusieurs avantages directs. Le premier, ça va être une barrière physique contre les ravageurs, puisque ici, la céréale va bloquer en fait le vol de l'insecte, et l'insecte ne va pas pouvoir migrer d'un plant à l'autre. Donc on a des très bons résultats, puisqu'on a environ 50% de diminution des symptômes avec l'implantation de ce type de couvert végétal. Mais ça a également d'autres avantages, comme la limitation de l'érosion des sols, puisque le végétal de l'interrang va permettre de structurer les sols et de garder une certaine humidité. Et ça permet également de mieux gérer les adventices. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on avait un lien vraiment très fort entre le dépérissement et le changement climatique. Et justement, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du climat méditerranéen en France, on voit qu'il a beaucoup bougé. Sur la première carte, donc, qui date de 1950, on peut voir que le climat méditerranéen s'étendait jusqu'à Avignon, donc c'est la limite en jaune. Et si on regarde la carte de 2009, on peut remarquer que le climat a migré de 250 km vers le nord, donc jusqu'à la ville de Montélimar. Donc c'est vraiment une réalité que le climat méditerranéen est en train de remonter en France. Et on peut voir par exemple la ville de Lyon qui maintenant est également considérée avec un climat subméditerranéen, donc qui a de plus en plus d'épisodes de sécheresse et de manque de précipitations. Donc ça va poser des questions pour l'avenir, surtout au niveau de la production de lavande. Et les questions qui vont être posées, ça va être est-ce que l'insecte va être amené à bouger et à coloniser des zones auparavant où il n'était pas. Ça va également poser des problèmes sur l'intensification des symptômes du dépérissement. Est-ce que l'insecte va être de plus en plus virulent puisque les conditions vont lui être favorables? Et ça pose également des questions sur la résistance à la sécheresse des variétés qui sont cultivées en France. Donc en fait, c'est dans ce contexte général de changement climatique et de dépérissement que le projet Récital a été construit. Récital, donc, c'est pour réponse aux évolutions climatiques par l'innovation et les techniques alternatives dans les lavanderies. C'est un projet qui a été mis en place pour 3 ans et qui met en relation plusieurs partenaires, donc les chambres d'agriculture du Vaucluse et de la Drôme, le lycée horticole Terre d'Horizon, l'ITEP-MAI, et puis l'UMR Piaf donc, à Clermont-Ferrand. Et donc ce projet a 3 objectifs principaux. Donc les 2 premiers sont plutôt scientifiques, si on peut dire. Donc ça va être l'impact du stress hydrique sur le développement des lavandes. Et le second, ça va être d'évaluer la gestion de l'interrang. Et le 3e objectif, qui va avoir plutôt comme but de diffuser et de valoriser les résultats auprès des producteurs et auprès de toute la filière. Donc à l'intérieur de ces 3 objectifs, on a plusieurs petits points qui sont spécifiques. Donc on a la caractérisation du changement climatique sur la zone de production, la comparaison de la résistance à la sécheresse, la résistance à la cavitation de plusieurs cultivars qui sont cultivés en France. On veut également comparer la résistance à la sécheresse de la lavande et du lavandin, mais également on aimerait diagnostiquer l'état physiologique des parcelles directement en plein champ via l'outil PEPIPIAF que vous a présenté Stéphane. Pour ce qui concerne le 2e objectif, on veut suivre la physiologie du lavandin en fonction de différents couverts végétaux qui sont implantés en interrang, évidemment avec l'impact du dépérissement, puisque comme je vous ai dit, on a de très bons résultats grâce à l'interrang.
la gestion des adventices. Et en ce qui concerne l'animation, la valorisation et la diffusion, c'est essentiellement d'animer des groupes de producteurs pour leur montrer les résultats qu'on a par différents outils de diffusion. Donc là où vous avez les étoiles de couleur, c'est le travail que je suis amenée à faire, et c'est donc ce que je vais vous présenter maintenant. Donc en ce qui concerne la caractérisation du changement climatique, le but c'est vraiment d'étudier les variables climatiques comme les précipitations ou la température sur la zone de production, donc sur ces 4 départements, et de regarder quelles sont leurs évolutions à long terme, donc d'ici à l'horizon 2100. Donc ça, je vais le faire grâce à un site internet qui est disponible pour tous. C'est le site DRIAS qui a été mis en place par Météo France. Et donc, on peut obtenir, grâce à ce site, des projections climatiques, donc grâce à des scénarios statistiques et climatiques, qui permettent ensuite de les mettre en forme, sous forme de cartes, et pour ainsi sortir des cartes de prédiction du climat, notamment sur la zone de production de la lavande, et après pour but de pouvoir la diffuser aux producteurs directement, et pouvoir prédire à quelle zone il y aura un manque de précipitation ou une augmentation des températures. Donc ça, c'est un travail que je vais faire, qui sera terminé au printemps de cette année. Maintenant, je passe au second point, donc, qui est la comparaison de la courbe de vulnérabilité, donc de la résistance à la cavitation de plusieurs cultivars. Donc, le but, c'est de comparer donc, la lavande fine et le lavandin sur plusieurs variétés qui sont cultivées essentiellement en France. Donc, vous avez 3 variétés de lavande et 3 variétés de lavandin, mais également la lavande aspic qui est le parent du lavandin. Donc le but, c'est de comparer cette résistance à la cavitation sur ces variétés-là, mais également sur 3 sites différents, donc à Romans-sur-Isère, à la ferme expérimentale de Mévouillon dans les Baronnies et au Criépam à Manosque. Donc le but, c'est vraiment de regarder si les variétés ont des différences de résistance à la cavitation, mais également est-ce qu'au sein d'une même variété, on va avoir des différences de résistance en fonction de leur site et donc des conditions climatiques. Donc ça, c'est un travail qui sera fait au printemps et on devrait avoir les premiers résultats à la fin de l'été. Donc ici, comme vous a montré tout à l'heure Stéphane, c'est une courbe de vulnérabilité qui a été faite sur lavandin grosso. Et comme il vous a dit, donc la P50, donc la pression qui induit 50% d'embolie chez le lavandin grosso est de moins 5,8 mégapascal. C'est donc une espèce très résistante à la cavitation et donc potentiellement également à la sécheresse. Et donc on pourra ensuite, ces résultats, comparer les différentes variétés entre elles. Ensuite, donc le but, un autre objectif, c'est de comparer la lavande et le lavandin sur leur réponse à la sécheresse. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été fait, qu'on a mené au lycée horticole à Romans-sur-Isère l'année dernière. Donc c'est une expérimentation qui a été faite en serre sur 2 variétés, la lavande maillette et le lavandin grosso. Et donc c'était une expérimentation sur des pots avec une irrigation en goutte à goutte. Donc le but, c'était de couper l'irrigation pour une partie des pots et de les laisser se dessécher jusqu'à la mort. Et en parallèle, on avait des plants qui étaient irrigués, qui servaient de témoins. Et on a fait donc un suivi de plusieurs paramètres physiologiques sur ces plants en situation de sécheresse. Donc le premier, c'était la consommation en eau via des balances. Donc les pots étaient positionnés sur les balances de manière continue. Et les balances permettent d'enregistrer le poids, pareil, de manière continue. J'ai également fait un suivi de la conductance stomatique via un appareil qu'on appelle le poromètre. Donc ça, c'était essentiellement pour savoir à quel moment les plantes vont fermer leurs stomates pour essayer d'éviter au maximum leur perte en eau. J'ai également fait des mesures de potentiel hydrique foliaire avec la chambre à pression. J'ai mesuré le taux d'embolie, donc pour avoir le pourcentage d'embolie à l'intérieur des plantes qui sont en situation de stress via le xylème. Et on avait également positionné plusieurs boîtiers de PEPIPIAF pour suivre l'état physiologique. Donc maintenant, je vais vous présenter les premiers résultats. Donc voici un résultat majeur, donc c'est le PEPIPIAF. Comme vous disait Stéphane, il a été utilisé surtout pour piloter l'irrigation sur des gros arbres en verger. Et donc c'était la première fois qu'on l'utilisait sur un petit arbuste. Donc voici un résultat sur 2 individus. Donc en fait, vous avez la variation du diamètre. Ce sont les 2 courbes principales. Donc en vert, vous avez un témoin et en bleu, un plant qui a été mis en situation de stress, donc sur toute la saison. Et ce que vous pouvez voir, les petites oscillations derrière, c'est la température. On peut voir également que l'expérimentation de sécheresse, avec les mesures de balance, de poromètre et de potentiel hydrique, ont été faites sur une très petite période sur la saison, donc de mi-mai jusqu'à début juillet. Donc en fait, ça nous permet, ce PEPIPIAF, de voir plusieurs périodes clés de la croissance de la lavande. Donc la première, on peut voir une augmentation très importante du diamètre à partir du mois d'avril, qui correspondait à la mise à fleur des plants.
Et un petit peu après le début du mois de mai, on peut voir que le diamètre a commencé à diminuer chez les deux plantes, donc le témoin et le stressé. Et ça, c'est dû à l'augmentation de la température en serre, puisqu'à cette période-là, il s'est mis à faire beaucoup plus chaud, avec un ensoleillement beaucoup plus fort. Donc les plantes ont commencé à puiser dans leurs réserves en eau pour pouvoir résister. À partir de ce moment-là, pour la courbe en bleu, on a coupé l'irrigation pour le plan stressé, et on peut voir très rapidement qu'on a une diminution du diamètre, et donc la plante a réagi très rapidement à cette coupure d'eau, et donc elle a puisé dans ses réserves. Ici, on a réarrosé la plante pour voir ce qui se passait, et on peut voir qu'immédiatement, elle a repris du diamètre, on peut voir une petite augmentation, et ensuite, elle a... le pointeur. On peut voir ici, elle a repris sa croissance. On a de nouveau mis la plante en situation de sécheresse, mais cette fois-ci, le but était vraiment d'aller jusqu'à la mortalité. Donc on peut voir cette diminution très importante du diamètre, et ensuite on atteint une sorte de plateau, donc comme si la plante était morte. Donc on a réarrosé à ce moment-là pour voir ce qui se passait, et effectivement, on n'observe plus de reprise de croissance, la plante a continué de se dessécher. Donc finalement, grâce à cet outil, on a pu identifier plusieurs moments clés de la croissance de la lavande, donc ce qui nous fait dire que le pépipiaf serait un outil vraiment très prometteur en lavanderie, et donc on va l'installer par la suite en plein champ pour voir ce qui se passe. Un autre résultat important, donc, c'est le taux d'embolie et la mortalité. Donc comme vous disait Stéphane, on a identifié au laboratoire un taux d'embolie qui engendre la mortalité, donc c'est autour de 90% d'embolie. Et pour nos plants à nous, en fait, ce n'était pas le cas. Vous pouvez voir ici, donc, pour les plants stressés, donc ici, vous avez le taux d'embolie pour les deux variétés, et on peut voir qu'à 2 jours après l'arrêt d'irrigation, on a eu une augmentation très importante du taux d'embolie pour la maillette notamment, qui atteint 70%. Et si on continue la sécheresse, on atteint des taux d'embolie qui vont être supérieurs à 90%, mais à ce moment-là, on n'avait pas de mortalité, on avait même une reprise de la croissance chez les plantes. Donc ça, c'était un résultat vraiment étonnant. Mais bon, donc voilà, c'est comme ça. Et ensuite, on a continué la sécheresse et les plantes ont fini quand même par mourir. Donc ici, un autre résultat donc, qui permet de regarder le comportement hydraulique et de comparer les deux variétés. Donc, c'est de mettre en relation les mesures de potentiel hydrique foliaire avec les mesures d'embolie pour retracer une courbe de vulnérabilité. Donc ici, vous avez les deux résultats, à gauche pour le Grosso et à droite pour la Maillette. Et on peut voir que la P50 pour le Grosso est de moins 3,11 mégapascal et pour la Maillette de moins 2,89 mégapascal. Donc le Grosso a une P50 qui est plus faible que la Maillette. Il est donc plus résistant à la cavitation et donc légèrement plus résistant à la sécheresse que la lavande dans ces conditions de serre et en pot. Donc, encore une fois, si je reviens sur l'outil pépipiaf, donc c'est un outil vraiment très intéressant puisqu'il nous a permis de regarder la croissance des plants, mais il nous permet également d'estimer l'état hydrique des plantes via l'amplitude maximale de contraction, puisque quand la plante va être en situation de sécheresse, elle va puiser dans ses réserves et donc le diamètre va diminuer dans la journée. Et on va pouvoir mettre en lien ces deux valeurs, l'état hydrique et l'AMC, et on peut voir qu'on a une très jolie corrélation entre les deux. Ce sont ces deux courbes pour les deux espèces. Donc, ce qui éviterait de faire des mesures de potentiel hydrique sur le terrain. On aurait juste l'outil pépipiaf pour faire les mesures. Ensuite, donc on aimerait également pouvoir prédire la mortalité avec l'outil pépipiaf. Donc ça, c'est en cours. On est en train d'essayer de rechercher comment faire. Ensuite, je passe au deuxième objectif, donc, qui est l'impact de l'interrant sur la physiologie du lavandin. Donc, le but, c'est d'implanter plusieurs couverts végétaux sur les lavandins. Donc, on a une modalité céréale, un mélange des légumineuses, la céréale plus les légumineuses, un mélange d'espèces gélives, donc qui va être une implantation en hiver, et un sol nu qui est la gestion actuelle en champ. Et donc, ces parcelles-là, avec plusieurs modalités, vont être répliquées sur 2 sites, donc à Montélimar et à Manosque. Et donc le but, ça va être de regarder si on a des différences. Donc on va faire plusieurs suivis. Donc le premier, on va installer les pépipiaf pour faire un suivi physiologique, mais également suivre tout un autre tas de paramètres comme l'azote du sol, la pluviométrie ou l'état hydrique du sol. Donc ici, vous avez un dispositif, un schéma du dispositif. Donc vous avez pour chaque bande de couleurs les interrants, les différentes modalités d'interrants.
Et chaque parcelle est répliquée en fait avec soit une fertilisation azotée, soit pas de fertilisation azotée. Puisqu'en fait, on sait qu'en condition, quand il y a 2 végétaux sur la même parcelle, il va y avoir une compétition pour les ressources et notamment pour l'azote. Donc c'est pour ça qu'on fait ces deux conduites. Et les pépipiaf vont être installés donc, sur 2 modalités uniquement, donc sur sol nu qui vont être comme témoins, et sur la modalité céréales plus légumineuses, puisque c'est la modalité qui va être la plus compétitive par rapport au lavandin, et donc pour laquelle on aura potentiellement le plus de réponses contrastées par rapport à une conduite en sol nu. Et en rouge, les 2 carrés rouges, ce sont les enregistreurs de différents paramètres, donc comme la pluviométrie, la température et l'état hydrique du sol. Et donc ces pépipiaf vont être installés à la fin de l'hiver, et les parcelles, elles, sont implantées depuis fin 2016. Et donc, on a commencé à faire les différents enregistrements des différents paramètres. Et donc, voilà, j'ai terminé pour cette explication. Donc, pour remercier tous les partenaires qui sont impliqués dans le projet Récital. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Lia, merci Stéphane. Donc, on a 2 minutes pour des questions, donc des questions brèves et des réponses courtes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces deux exposés? Bonjour. Alors, j'ai en fait 2 questions que je vais essayer de condenser en une seule. La première, comment est-ce que vous arrivez à traduire la résistance du xylème à la cavitation physiologiquement? Et la deuxième, je m'interroge énormément sur la reprise de croissance au-delà des 90% d'embolie. Comment cela se fait-il? Comment c'est possible? Ouais, je ne suis pas sûr d'avoir saisi la première, mais je vais tenter d'y répondre. C'est un paramètre, c'est un des rares paramètres qu'on peut suivre sans soumettre la plante à un stress hydrique. Il y a beaucoup de paramètres, si vous voulez connaître la réponse à une sécheresse, il faut la mettre en sécheresse. Voilà, donc ça demande des expérimentations assez compliquées. Ça, c'est un paramètre, on vous l'a montré, hein. On est capable de mimer en fait la contrainte hydrique, c'est-à-dire le potentiel hydrique négatif, avec notre centrifugeuse. Donc on soumet cette branche à différentes tensions, avec des vitesses de plus en plus fortes, et on est capable comme ça de caractériser sur ce paramètre uniquement, hein, de résistance à la cavitation, une branche assez rapidement. Mais physiologiquement, au niveau des cellules, enfin, du vaisseau conducteur du xylème, est-ce que vous avez réussi à identifier justement les changements qu'il y a, qui peuvent se produire? Liés à la cavitation? Oui. Oui, c'est des études où on congèle la branche et on regarde tout simplement le taux de vaisseau qui va être rempli d'air, hein, tout simplement. C'est des structures mortes, pas vivantes. Voilà, c'est ça, donc il n'y a pas de modification en fait des vaisseaux. Non, par contre, il peut y avoir des modifications au cours, par exemple, d'un stress ou d'une sécheresse sur la structure qui peut empêcher l'entrée de la bulle d'air. Alors, vous avez vu quand même que quand on regarde le pépipiaf, elle n'a pas récupéré l'ensemble de ses capacités de réservoir en eau. Et donc, notre idée, là, c'est d'essayer d'être capable d'estimer avec ces courbes le pourcentage de dégâts. Donc, quand elle reprend, en fait, elle ne se recharge pas complètement en eau, par exemple à 70%. Et pour nous, on peut considérer qu'elle n'a récupéré qu'à 70%. Ouais. I have one question, Bartolomé Plaske from Farmplant, towards the second presentation. Exactly this slide. The temperature you show here, is it the temperature in the greenhouse or is it the temperature of the soil? C'est la température de l'atmosphère dans la serre. Because you have here black pots. And I want to ask if you, how is the influence of the temperature if it's really getting hot in the greenhouse and it's dry and the plant has no water and the how is it called again? The water, korzenie? Roots are getting hot. Do you have the influence? Is it possible that it changes a little bit the results you have? And if it changes, how does it change the results? Do you know anything or do you look at it? Alors, on n'a pas regardé l'influence de la température sur les racines, mais effectivement, on pense qu'il y a eu une influence puisque les pots étaient positionnés à même le sol. Il a fait vraiment très chaud. Et en plus, ils étaient noirs, donc on pense qu'ils gardaient la chaleur. Après, c'est vrai qu'on n'a pas du tout regardé la température de la terre et au niveau des racines. Et on n'a pas regardé quelle pouvait être l'influence de la température sur ce paramètre, malheureusement. Mais on sait que oui, ça a forcément dû jouer aussi sur les conditions jusqu'à la mortalité. Ok, merci à vous deux. On va écourter les questions parce qu'on est déjà en retard.